Heidi que nous allons te raconter, c'est l'histoire de Heidi. Le jour de son arrivée dans un village tout endormi, loin de la ville et loin des fumées et la forêt, pour dire bonjour lui a chanté. Le soleil commençait à peine à monter dans le ciel lorsque ce matin-là, une jeune montagnarde arriva sur la place du village de Dörfli, tenant une enfant de 5 ans par la main. Mais c'est Date. Date, ça par exemple, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Et cette petite, où l'as-tu dénichée? C'est la fille de Tobias et de ma sœur Adélaïde. Pauvre petite. Je me suis occupée d'elle jusqu'à présent, sans rien demander à personne. Mais maintenant, j'ai trouvé une place à Francfort et je peux plus la garder avec moi. Alors, je me suis dit que le mieux était de la laisser à l'oncle de l'Alpe. Tu n'y penses pas, Date. L'oncle de l'Alpe était un mystère pour les habitants du village. Et personne n'aurait même pu dire d'où lui venait son nom. On l'avait vu arriver avec un jeune garçon qui s'appelait Tobias, et toutes sortes d'histoires s'étaient mises à courir sur son compte. Si bien que lorsque, très peu de temps après avoir épousé la sœur de Date, Tobias était mort, certains avaient prétendu que c'était une punition du ciel pour la faute du père. C'est à cette époque que l'oncle était allé s'installer dans l'alpage, où il vivait seul, sans descendre au village. Tu ne peux pas confier cette petite à un homme dont tout le monde a peur. Il est tout de même son grand-père, et c'est à lui de prendre soin d'elle. À la vérité, la tante Date n'était pas très fière de ce qu'elle faisait. Mais avait-elle une autre solution? Et c'est la tête basse qu'elle s'engagea, toujours accompagnée de la fillette, sur le sentier qui, à travers la campagne et ses herbes odorantes, conduisait vers l'Alpe. C'est encore loin, tante Date? Non, Heidi, si tu marches bien, nous y serons bientôt. Oh, regarde, tante Date! Regarde ces drôles de bêtes qui montent devant nous avec le petit garçon. Ce n'était qu'un troupeau de chèvres. Mais la fillette, qui n'en avait jamais vu, était émerveillée. Et oubliant sa fatigue, elle fut en quelque enjambée auprès du jeune garçon. Elles sont toutes à toi, ces bêtes? Tu parles? Si elles étaient à moi, je serais rudement riche. Alors pourquoi tu les promènes? Parce que c'est moi qui les garde. Le matin, on me les confie pour que je les conduise à l'alpage et le soir, je les ramène. Et toi, qu'est-ce que tu fais par ici? Je vais chez mon grand-père. Ton grand-père? À part l'oncle de l'Alpe, il n'y a personne dans la montagne. Et c'est comme ça qu'on l'appelle, mon grand-père. L'oncle de l'Alpe? Oui? Moi, je m'appelle Pierre. Moi, Heidi. Si tu vas chez l'oncle, nous pouvons y aller ensemble. Il faut que j'y passe moi aussi pour prendre ses chèvres. Allez, vous autres, en route! T'as vu comme elles m'obéissent? Pierre était très fier de son autorité. Mais Heidi admirait surtout ses chèvres. Et il ne cessa d'aller de l'une à l'autre, tandis que la tante Date la suivait comme elle pouvait. Les deux enfants arrivèrent les premiers sur le contrefort montagneux où se dressait le chalet de l'oncle. Et dès qu'elle aperçut le vieil homme assis sur le pas de la porte, la fillette se dirigea vers lui. Bonjour, grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire par là, petite? Elle dit vrai, l'oncle. C'est l'enfant de votre fils Tobias et de ma sœur Adélaïde. Pourquoi me l'amènes-tu ici? C'est que voilà, l'oncle. Vous le savez, je l'ai eu pendant 4 ans, sans rien demander à personne, mais maintenant, malheureusement, je peux plus la garder. Et tu voudrais que ce soit moi qui la prenne? Vous êtes son plus proche parent. C'est à vous de vous en occuper. Mais... qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Les chefs devraient déjà être là-haut. J'y vais, l'oncle. Et n'oublie pas de prendre les miennes. Oui, l'oncle. Tu penses à ce que tu dis, Date? Tu crois que l'enfant pourrait vivre ici, seul, avec moi? Rien ne vous empêche de redescendre vous installer au village. Jamais. Pourtant, si c'était dans l'intérêt de l'enfant... Jamais je ne retournerai au village. Ah, je sais bien que pour vous, une chose de plus ou moins sur la conscience... Qu'est-ce que tu dis? Je dis que pour moi, j'ai fait mon devoir, et que c'est à vous de faire le vôtre.
Et que si par votre faute, il arrivait malheur à l'enfant... Retourne d'où tu viens, misérable. Retourne d'où tu viens. Et que jamais plus, tu entends? Jamais plus je te revois ici. Tante Dete! Effrayée par l'attitude de l'oncle qui s'était levé en brandissant son bâton, la tante Dete avait pris en toute hâte la direction de la vallée. Je reviendrai te chercher, Heidi. Je reviendrai te chercher. Le chagrin de Heidi ne pouvait pas être éternel. Il y avait trop de choses merveilleuses à découvrir autour d'elle. Et sans se préoccuper du grand-père qui restait songeur sur son banc, elle entreprit d'explorer l'étable des chèvres et le bois de sapin qui se trouvait derrière la maison. Dis, Hein? je peux rentrer à l'intérieur, grand-père? Prends ton paquet d'habits en même temps. J'en ai plus besoin maintenant. Pourquoi dis-tu ça, petite? Parce que maintenant, je vais aller comme les chèvres et qu'elles n'ont besoin ni de robes ni de souliers pour courir au milieu des rochers. C'est bien ce que tu dis là. Mais prends tes vêtements quand même. Nous allons les ranger. Le chalet de l'oncle de l'Alpe n'était composé que d'une seule pièce, avec une table au milieu, une armoire et un lit. Dis, grand-père, où est-ce que je vais coucher? Où tu voudras. C'était une réponse faite pour satisfaire la fillette. Avisant une échelle qui se trouvait auprès du lit du grand-père, elle y monta et découvrit le fenil où, près d'une meule de foin, se trouvait une lucarne, d'où l'on voyait la vallée. C'est là que je vais dormir. Et la fillette entreprit toute seule d'étaler le foin pour en faire avec un drap et une vieille couverture un lit qui lui parut digne d'une princesse. La journée fut d'ailleurs pour la petite fille une véritable fête. Le vol des oiseaux l'émerveilla. Le repas de lait, de pain et de fromage que lui servit son grand-père lui parut des plus succulents. Et lorsqu'à l'approche de la nuit, le troupeau revint du pâturage, il fallut la grosse voix du grand-père pour la décider à s'éloigner de ses amis. Va te coucher maintenant. Bonne nuit, Lily. Bonne nuit, Biquette. Elle avait fait la connaissance des 2 chèvres du grand-père qu'elle trouvait les plus belles du troupeau. Bonne nuit, grand-père. Et quelques instants plus tard, allongée dans son lit de foin, la fillette dormait. Avec la nuit, le vent qui s'était levé à l'approche du soir se fit de plus en plus fort. Le chalet tout entier tremblait sous les rafales. Les poutres craquaient. L'enfant doit avoir peur tout seul là. Le vieil homme qui était déjà couché se leva, escalada l'échelle qui conduisait au fenil, et ce fut pour voir Heidi qui, dans un rayon de lune, dormait, un sourire sur le visage. Le grand-père, lui, ne souriait pas. Il en avait depuis trop longtemps perdu l'habitude. Mais il resta un long moment à regarder la fillette dormir. Et ce ne fut que lorsque la lune ayant disparu derrière un nuage, il ne vit plus rien, qu'il se décida à regagner son lit. Ce fut un coup de sifflet strident qui le lendemain réveilla Heidi. Un rayon de soleil qui entrait par la lucarne illuminait sa couche et les bruits du troupeau donnaient au jour un air de fête. Sur le moment, la fillette se demanda où elle se trouvait. Mais bien vite, elle se rappela le grand-père, les chèvres, et folle de joie à la pensée de retrouver ses amis, elle se précipita dehors. Bonjour. Bonjour, grand-père. Veux-tu accompagner les chèvres au pâturage? Oh oui, grand-père. Alors va te laver en vitesse, pour que le soleil qui est si brillant dans le ciel ne se moque pas de toi. Et toi, viens ici, général des chèvres, et prends ce panier à provisions. Tout ça, il y avait un gros quignon de pain et un énorme morceau de fromage. Comme l'enfant ne sait pas boire au pied de la chèvre, à midi tu lui trairas 2 tasses bien pleines.
Pierre, qui n'était pas habitué à voir l'oncle de l'Alpe faire preuve de tant d'attention, en resta bouche bée. Et ce fut dans un tintamarre joyeux que la troupe partit pour l'alpage. Sous les rayons du soleil, l'Alpe était merveilleuse. Et les petites fleurs bleues et jaunes qui souriaient dans la lumière étaient si belles qu'Heidi, oubliant Pierre et ses chèvres, s'arrêta pour en ramasser plein son tablier. Heidi! Heidi! Tu en as assez pour aujourd'hui? Si tu les cueilles toutes, il en restera plus pour demain. Le troupeau qui était arrivé sur les lieux du pâturage s'était fait silencieux. Et l'on n'entendait plus que le bruit de l'herbe que les chèvres ratissaient. Comme c'est beau ici. En bas, le vallon resplendissait dans les lueurs du matin. Un grand glacier tout blanc brillait sous le soleil. Et les rochers déchiquetés par le vent dessinaient sur le ciel une immense dentelle. Heidi ne se lassait pas de regarder ces merveilles. Et sans très bien comprendre pourquoi, il lui semblait les avoir toujours vues. Pierre, regarde cet énorme oiseau au-dessus de nous. C'est l'aigle, Pourquoi va-t-il vers les rochers qui sont tout là-haut? parce que c'est là qu'il habite. Ça doit être beau là-haut. Ce fut encore une merveilleuse journée que la fillette passa au milieu de l'alpage. Et à l'approche du soir, elle s'était tellement amusée avec les chèvres qu'elle pouvait appeler par leur nom toutes les bêtes du troupeau. Pierre, regarde! Tout brûle! C'était l'heure où le soleil C'est tous les soirs comme ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais comment ça se fait? Ça vient naturellement. Lorsque l'heure fut venue de retourner vers la vallée, Heidi avait la tête trop pleine des merveilles découvertes pour dire le moindre mot. Et c'est en silence que les deux enfants marchèrent au milieu du troupeau. Dès qu'elle aperçut son grand-père devant la porte du chalet, la fillette se précipita vers lui. Grand-père, tu peux pas savoir comme c'est beau là-haut. Comme les montagnes étaient belles lorsqu'elles ont pris feu. Et les fleurs. Tiens, regarde, je t'en ai apporté. Très fière d'elle, elle ouvrit son tablier, mais les fleurs n'avaient plus de couleur et ressemblaient à du foin. Oh, grand-père, qu'est-ce qui leur est arrivé? Pourquoi elles sont pas restées telles que je les avais cueillies? Parce qu'elles sont faites pour rester au soleil et au grand air, pas dans un tablier. Alors j'en cueillerai jamais plus. Pourquoi les montagnes deviennent rouges lorsque le soleil se couche? Pourquoi la petite Blanchette bêle plus tristement que les autres chèvres? Durant toute la soirée, Heidi ne cessa de poser des questions. Le grand-père, amusé, répondait à toutes. Mais lorsqu'elle lui demanda pourquoi l'aigle croasse si fort lorsqu'il passe dans le ciel, la voix du vieil homme se fit dure pour répondre. Parce qu'il se moque des gens qui vivent tous ensemble dans le village et qui ne s'entendent pas. Il leur dit, partez, montez sur les hauteurs, comme moi, et vous serez meilleurs. Ce soir-là, en s'endormant, Heidi pensait encore à ce qu'avait dit le grand-père. Elle ne devait jamais plus l'oublier. Le lendemain et tous les jours qui suivirent, Heidi retourna sur l'alpage à la grande joie de Pierre, qui n'avait plus à passer ses journées tout seul et qui mangeait bien mieux qu'à l'ordinaire. Les deux enfants étaient devenus des compagnons inséparables.
Aussi, lorsque l'hiver arriva et que les chèvres restant à l'étable, le chevrier dut prendre le chemin de l'école, Heidi en éprouva un peu de tristesse. Heureusement qu'il lui restait son grand-père et que la neige lui apportait de nouvelles joies. Les jours où il n'allait pas à l'école, Pierre montait quelquefois jusqu'au chalet de l'oncle et les deux enfants devisaient au coin du feu. « Tu sais, Heidi, un jour, il faudra que tu viennes voir la grand-mère. Elle te demande tout le temps. » L'idée qu'une grand-mère veuille la voir était bien faite pour exciter la fillette. Et dès le lendemain, elle demanda au grand-père s'il voulait bien l'accompagner jusqu'au chalet de Pierre. Il y a trop de neige aujourd'hui. Tous les matins, elle fit la même demande. Et tous les matins, le grand-père lui répondit de la même façon. Jusqu'au jour où il se rendit compte que la fillette en avait de plus en plus de peine et qu'il fallait lui donner cette joie. Prépare-toi, nous allons y aller. Oh, merci, grand-père. Le vieil homme sortit sa luge, y installa Heidi, qu'il couvrit d'un gros sac pour qu'elle ne prenne pas froid, et prit la direction de la vallée au milieu des sapins que la neige argentait. Voilà, je vais te laisser ici. Mais dès que le soir viendra, tu remonteras. Car le chemin est dangereux. Tu viens pas avec moi, grand-père? Non, je rentre chez moi. Le chalet de Pierre et de sa grand-mère était une pauvre maison aux planches disjointes et aux volets branlants. Heidi en poussa la porte. Et comme il n'y avait personne dans la première pièce, elle se dirigea vers la seconde. La grand-mère s'y trouvait en compagnie de la mère de Pierre. Bonjour, grand-mère. Je suis Heidi. Heidi, viens ici. Approche-toi, mon enfant. Mais comment se fait-il que tes mains soient si chaudes alors que tu viens de dehors? C'est parce que le grand-père m'a bien enveloppée dans un gros sac quand j'étais sur la luge. Entends-tu, Brigitte? C'est l'oncle qui a accompagné la fillette. Crois-tu que ce soit vrai? J'avoue que c'est surprenant. Mais si elle le dit... Alors, c'est que les histoires que Pierre nous racontait sont vraies et qu'il est très gentil avec la petite. Regarde, grand-mère. Regarde comme le volet bat fort. Hélas, mon enfant, je ne peux pas le voir. Mais je l'entends. D'ailleurs, c'est tout qui craque dans cette maison. Tellement que la nuit, lorsque le vent souffle, la peur que tout s'écroule m'empêche de dormir. Mais pourquoi tu peux pas voir le volet, grand-mère? Ma pauvre enfant, je ne peux absolument rien voir. Je vais ouvrir complètement la fenêtre pour qu'il fasse plus clair. Ça ne changera rien, Heidi. Je suis aveugle. Même en été, quand le soleil luit, tu peux pas voir les rochers, les glaciers et la prairie? Rien de tout cela, hélas, ma petite. Mais si je ne vois rien, je peux encore entendre. Alors approche-toi pour me raconter ce que tu fais chez le grand-père. Je l'ai bien connu autrefois, mais depuis de longues années, je ne sais plus rien de lui, à part ce que Pierre me raconte. Heidi n'arrêta pas de parler de tout l'après-midi. Et lorsqu'elle se rendit compte qu'il était temps de repartir, les heures, pour une fois, avaient paru courtes à la pauvre aveugle. Tu sais, grand-père, demain, il faudra que nous retournions chez la grand-mère. Mais tu prendras ton marteau et des clous pour réparer un peu son chalet. Qui t'a dit ça? Personne? Je l'ai vue toute seule. Tout craque dans la maison. Et la pauvre grand-mère a tellement peur que ça l'empêche de dormir. Alors, nous irons? Dis, grand-père. Nous irons? Il y avait dans le regard de Heidi tellement de confiance en lui que le vieil homme n'eut pas le courage de lui faire de la peine. Ouais, nous irons.
Brigitte! Brigitte! L'enfant est revenu. Toute la nuit, la vieille femme l'avait passée à se demander si l'enfant reviendrait. Et de l'entendre entrer dans la pièce l'avait comblée de joie. Viens t'asseoir à côté de moi, mon enfant, et me parler comme hier pour que les heures soient moins longues. Mon Dieu, ce que j'avais prévu arrive. La maison va nous tomber sur la tête. Non, grand-mère, n'aie pas peur. C'est grand-père qui répare les volets. Tu as entendu, Brigitte? Tu dis que l'oncle est venu jusqu'ici pour réparer les volets? Bien sûr, il est descendu avec moi et il a amené son marteau et ses clous. Il faut aller voir, Brigitte. Et si c'est lui, dis-lui de venir jusqu'ici que je le remercie. C'était bien l'oncle de l'Alpe. Il avait tenu sa promesse. Mais lorsqu'il vit s'approcher la maman de Pierre, il ne lui laissa même pas le temps de le saluer. J'ai vu ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de moi. Lorsque le soir viendra, contentez-vous de m'envoyer la petite. La maman de Pierre, qui s'attendait à trouver l'oncle dans de meilleures dispositions, n'insista pas davantage et elle s'éloigna pour ne pas l'indisposer. Tous les jours qui suivirent, le grand-père descendit en compagnie de Heidi. Il cloua les planches, répara la toiture et, à l'approche de l'été, le chalet était réparé. Brigitte et la grand-mère eurent beau raconter ce qu'avait fait le vieil homme, personne ne voulut les croire. Et les gens du village continuèrent à penser que l'oncle était un méchant homme dont il fallait se méfier. Petit grand-père, dis-moi pourquoi les gens du village t'appellent sauvage. Si les autres ne t'aiment pas, tant pis, moi je t'aime et te trouve gentil. L'été passa, puis un autre hiver. Heidi, qui approchait de ses 8 ans, vivait heureuse comme l'oiseau dans le ciel. La montagne, pour elle, n'avait plus aucun mystère, et elle s'épanouissait librement au milieu des chèvres et des torrents. Un matin, Tante, c'était elle en effet, vêtue comme une dame, et elle venait chercher l'enfant. Heidi, Il faut être raisonnable, l'oncle. J'ai trouvé pour elle une occasion exceptionnelle. C'était vrai d'ailleurs. Un monsieur très riche de Francfort cherchait une petite compagne pour sa fille qui était paralysée et vivait dans un fauteuil. La petite aura tout ce qu'il lui faut. tu crois qu'elle n'est pas heureuse ici? Je ne dis pas, l'oncle. Mais elle ne peut pas vivre éternellement au milieu des chèvres. Les chèvres, au moins, lui apprennent rien de mal. Et plutôt qu'elle ne lui apprenne rien du tout. Tout le monde au village vous critique de ne pas l'envoyer à l'école. Ce sont mes affaires. Ça les regarde pas. Mais moi, ça me regarde. Je suis sa tante après tout. Et j'ai le droit de souhaiter qu'elle ne soit pas élevée comme un animal. Aussi, je vous préviens. Si à cause de vous, la petite laisse échapper l'occasion qui lui est offerte, je m'arrangerai pour qu'on vous l'enlève. Tu ferais ça? Bien sûr que je le ferai. Et tout le monde sera de mon côté. Parce qu'il y a des choses qui pourraient revenir devant un tribunal. Et si ce que l'on dit est vrai... Tu es une misérable dette. Prends la petite et corrons-la, puisque c'est ce que tu souhaites. Mais que je ne vous vois jamais plus devant moi, puisque tu veux qu'elle devienne comme toi. Hors de lui, le vieil homme s'était réfugié dans le chalet et en avait claqué la porte. tu as rendu le grand-père méchant. Ne t'inquiète pas, il se calmera. Mais partons tout de suite. Où sont tes vêtements? Je veux pas aller avec toi. Tu as entendu ce que le grand-père a dit. Il ne veut plus nous voir. Alors, nous allons aller à Francfort. Et quand tu reviendras, la colère lui sera passée. Et je pourrais revenir de Francfort ce soir? Quand tu voudras. Mais dépêche-toi. La fillette, qui ne pouvait comprendre, suivit Tante Dete docilement. Et tout se serait bien passé si Pierre, qui de loin l'avait vu s'en aller, ne s'était précipité bouleversé chez la grand-mère. Grand-mère! Grand-mère! Tante Dete emmène Heidi! Heidi? Dete! Dete! Ne prends pas la petite! C'est la grand-mère qui m'appelle. Il faut que j'aille la voir. Non, Heidi, dépêche-toi.
dépêchons-nous. Je ne veux pas tant de dettes. Je veux pas aller à Francfort. Ne prends pas la petite. Oh. Ne prends pas la petite. Et tandis que les gens du village, qui n'avaient rien compris, se réjouissaient de voir Dete enlever l'enfant à l'oncle de l'Alpe, qui, selon eux, ne pouvait que la rendre malheureuse, le soleil partait se cacher derrière la montagne. La petite Claire Gérard, qui n'avait plus de maman et dont le papa était toujours en voyage, vivait bien seule dans la grande maison de Francfort, où les domestiques pourtant ne manquaient pas. Tout le jour, elle restait assise dans un fauteuil roulant. Et l'arrivée de Heidi fut pour elle une grande joie. Il n'en fut pas de même pour Madame Rougemont, la gouvernante, qui, en l'absence de Monsieur Gérard, faisait marcher la maison. Je m'attendais à une toute autre enfant. Il faut dire que Heidi, venue tout droit de ces montagnes, avait de quoi surprendre plantée au milieu du magnifique salon où on l'avait introduite. Comment t'appelles-tu? Heidi. C'est un nom bien étrange pour une fillette. En vérité, elle s'appelle Adélaïde, comme sa mère. Je préfère ça. Et sur le plan des études, où en est-elle? C'est-à-dire que... Elle va à l'école tout de même. Non? Comment non? Grand-père n'a jamais voulu m'y envoyer pour éviter que j'apprenne de mauvaises choses. Mademoiselle Rougemont était loin d'imaginer qu'elle aurait pu entendre un jour une chose pareille. Et lorsqu'elle se rendit compte que la fillette non seulement ne savait pas lire, mais qu'elle n'avait aussi aucune notion de savoir-vivre, elle s'empressa d'écrire à Monsieur Gérard pour lui signaler qu'à son avis, la nouvelle arrivée ne pouvait avoir sur sa fille qu'une influence désastreuse. La pauvre femme était loin d'y voir clair. Dès le premier abord, la petite infirme avait reçu l'enfant à bras ouverts. Pour elle, il n'était pas question de l'appeler Adélaïde. Et elle ne se lassait pas d'entendre la fillette lui parler de l'Alpe, des montagnes, du grand-père et de... Mademoiselle Rougemont, qui considérait que pour limiter les dégâts, il n'y avait pas une minute à perdre, entreprit dès le soir même de donner à la fillette les premiers rudiments de savoir-vivre. Vous devez savoir, Adélaïde, comme on se trouvait à table, elle commença par la façon de s'y tenir. Et puis, elle parla de la façon dont il fallait s'adresser aux domestiques, à elle-même, au père de Claire, le jour où il serait là. J'ai l'impression, mademoiselle, que ça ne l'intéresse pas beaucoup. La fillette s'était endormie dans son assiette, à la grande joie de Claire et de Sébastien, le majordome, qui n'aimait pas beaucoup mademoiselle Rougemont. Emmenez-la, Sébastien, et allez la coucher. Oui, mademoiselle. Oh, j'espère que votre père nous débarrassera vite de cette petite sauvageonne. J'espère au contraire qu'il nous la laissera longtemps. Vous trouvez qu'elle peut être une compagne pour vous? Cet après-midi, en l'écoutant parler, j'avais l'impression de courir au milieu des chèvres. Ça ne m'était jamais arrivé. Lorsque le lendemain matin, Heidi ouvrit les yeux, elle fut bien étonnée de se trouver dans une chambre très belle, au milieu d'un grand lit tout blanc. Ça, par exemple? Mais très vite, la fillette se souvint de ce qui s'était passé la veille. Et son premier geste fut de sortir du lit pour aller regarder par la fenêtre. Il y a que des murs tout gris. C'était loin d'être aussi beau que les sapins et les rochers de l'Alpe, que la vallée qu'elle découvrait chaque matin en s'éveillant. Et la fillette, brusquement, eut l'impression de se retrouver prisonnière. Il faudrait que je puisse regarder en bas pour voir la vallée. Mais je suis trop petite. Cette idée la poursuivit durant tout le temps de sa toilette. Et lorsqu'après le petit déjeuner, elle se retrouva seule avec son amie Claire, sa première question fut pour lui demander comment on s'y prenait pour ouvrir la fenêtre. C'est très facile, mais moi, assise dans mon fauteuil, je ne peux pas t'aider.
Il faudra que nous demandions à Sébastien. Alors Claire, sois gentille. Appelle-le tout de suite. Le majordome fut assez étonné lorsque Claire lui eut expliqué qu'elle l'avait fait venir pour que Heidi puisse voir ce qu'il y avait en bas de la maison. Il ouvrit la fenêtre et plaça l'enfant sur une chaise pour qu'elle soit à la bonne hauteur. On voit que la rue est des maisons. Et si l'on va à une autre fenêtre, est-ce qu'on voit autre chose? Non, la vue est exactement la même. Mais alors, il faut aller où pour voir loin dans la vallée? Il faut monter sur la tour d'une église, comme celle que vous voyez là-bas. C'était là qu'il fallait qu'elle aille. Et lorsque personne ne fit attention à elle, elle descendit les escaliers, ouvrit la porte et se trouva dans la rue. Ce n'était pas aussi calme que dans l'Alpe, et Heidi dut s'y prendre à plusieurs fois avant de se décider à traverser la rue. La tour de l'église était juste en face de moi. J'ai donc à marcher tout droit. Et marcher tout droit dans une ville était plus facile à dire qu'à faire. Et un instant plus tard, la fillette était complètement perdue. Tu sais où est la tour pointue? Le petit joueur d'orgue de Barbarie auquel la fillette s'était adressée n'en savait absolument rien. Tu connais pas une église avec une tour au-dessus? Bien sûr que je connais une. Tu voudrais montrer le chemin? Si tu me donnes quelque chose, Quoi, par exemple? il me faut 20 centimes. D'accord. Les deux enfants se mirent en route et ils eurent au fait d'arriver devant une église dont le clocher correspondait à ce que souhaitait Heidi. Comment il faut faire pour monter là-haut? Je crois que le mieux serait d'appeler le sacristain. Pendant que je monterai, tu m'attendras ici pour me montrer le chemin du retour. Tu me donneras 20 centimes de plus? Oui, si tu veux. Alors c'est d'accord. Le sacristain ne fut pas très content lorsqu'il se rendit compte que c'étaient des enfants qui l'avaient dérangé. Mais lorsque Heidi très gentiment lui expliqua ce qu'elle voulait, il se fit plus aimable et accepta de l'accompagner jusqu'au sommet de la tour. C'est pas ce que je voulais voir. Il n'y avait que des toits autour d'elle, des toits et des cheminées. Allons, viens, redescendons. Mais ne fais pas cette tête, les gens trouvent que c'est très beau ce que l'on voit d'ici. C'est parce qu'ils ont jamais vu la vallée ou le glacier qui devient rouge lorsque le soleil se couche. Ah, comme ils sont mignons! Il y avait au bas de l'escalier 8 petits chatons qui se démenaient dans un panier. Il n'en fallut pas plus pour qu'Heidi oublie un peu sa tristesse. Tu veux que je t'en donne un? Pour moi seule? Et pour toujours? Oh, je peux même te les donner tous si tu as de la place pour les mettre. Bien sûr qu'il y a de la place dans notre maison. Je vais en prendre deux tout de suite. Et si vous voulez bien... Tu n'as qu'à me donner ton adresse et je t'apporterai les autres demain. Heidi, folle de joie, donna le nom de Monsieur Gérard, que tout le monde semblait connaître, et partit ses 2 chatons dans les bras. On imagine l'accueil qui fut fait à la fillette lorsqu'elle va sonner à la porte de Monsieur Gérard. D'abord, Sébastien, qui lui avait ouvert, referma la porte au nez du petit garçon qui se mit à sonner comme un sourd pour qu'on lui remette les 40 centimes promis. Et lorsqu'elle arriva dans la salle à manger, où Mademoiselle Rougemont et Claire se trouvaient déjà, ce fut un silence glacial qui l'accueillit. Vous vous êtes très mal conduite, Adélaïde. Croyez-vous qu'il soit normal pour une enfant de votre âge de quitter la maison sans permission et de vagabonder jusqu'au soir? Et en plus de cela, au lieu de vous excuser, vous répondez par des cris d'animaux. C'est pas moi, mademoiselle. Oh, les jolis chatons. Des chats? Des chats dans la maison? Il y en a 2. Un pour moi et un pour toi. Quelle horreur! Et demain matin... Vite, Sébastien, débarrassez-nous de ces bêtes! Et Mademoiselle Rougemont, qui avait une peur affreuse des chats, courut s'enfermer dans sa chambre pour être sûre de ne plus les voir. A-t-on idée d'avoir une peur pareille? Surtout d'avoir peur de bêtes si mignonnes. On va nous en apporter 6 autres demain matin. 6 autres? Oh, mais j'espère que mademoiselle sera là lorsqu'ils arriveront. Dites-moi, Sébastien, vous n'allez pas chasser d'aussi gentilles bêtes? Non, que mademoiselle sera sûre. Je vais les mettre dans un endroit où ils seront tranquilles. Et lorsque vous serez seul, vous pourrez vous amuser avec eux. On le voit, tout s'arrangea pour le mieux. Le petit joueur d'orgue de Barbarie reçut les 40 centimes qu'on lui avait promis.
Les chatons trouvèrent un abri et les deux enfants purent se réjouir à la pensée de les avoir avec elles chaque fois que mademoiselle Rougemont s'absenterait. Il va sans dire cependant qu'à partir de ce jour-là, Heidi devint la bête noire de la gouvernante. Heureusement que peu de temps plus tard, M. Gérard arriva de Paris et remit les choses en ordre. Je trouve, contrairement à vous, que cette petite est tout à fait la compagne qu'il fallait à ma fille. Je l'ai trouvée heureuse comme jamais elle ne l'a été. Vous veillerez désormais à ce que la fillette se trouve très bien chez moi. Et vous cesserez de l'appeler Adélaïde, puisque pour tout le monde, elle est Heidi. À peine M. Gérard fut-il reparti, sa mère vint s'installer pour plusieurs semaines à la maison. La vieille dame se prit tout de suite d'une grande affection pour Heidi. Et ce fut elle qui, à force de patience, commença à lui apprendre à lire. Claire s'épanouissait chaque jour davantage. Mademoiselle Rougemont avait modéré ses ardeurs, et la fillette aurait pu être très heureuse si, malgré la gentillesse de tous, elle ne s'était pas sentie prisonnière d'une vie qui n'était pas la sienne. Le soir, avant de s'endormir, elle ne pouvait s'empêcher de penser au grand-père, aux chèvres, à la grand-mère, à la vallée, au glacier éblouissant de lumière. Et elle se mettait à pleurer. C'est quand même formidable, ça. Vous êtes sûr d'avoir bien fermé la porte? Depuis quelques jours, il se passait des choses étranges dans la maison de M. Gérard. Tous les matins, les domestiques trouvaient la porte d'entrée ouverte et dans la nuit, on entendait des pas. Je compte sur vous, Sébastien, pour que les enfants ignorent ce qui se passe. Il est inutile de les inquiéter. Il y avait 1 an que Heidi avait quitté l'Alpe pour venir à Francfort. Elle avait appris à lire toute seule des histoires qui l'enchantaient. Tout le monde était gentil pour elle, et pourtant la fillette maigrissait sans cesse et souriait de moins en moins souvent. Les premières semaines, elle avait cru que ce n'était que pour quelque temps qu'elle resterait à Francfort. Mais les mois avaient passé, et la fillette avait fini par se dire que jamais plus elle ne reverrait le grand-père et la vallée. Au cours d'un de ces séjours, la grand-mère de Claire s'était rendue compte que Heidi devenait triste. Elle avait essayé de savoir si quelque chose n'allait pas, mais la fillette, pour éviter de faire de la peine à ceux qui la traitaient si bien, n'avait pas voulu dire qu'elle était malheureuse à Francfort et qu'elle regrettait ses montagnes. Pour savoir ce qui se passe, il faut que Jean et vous, Sébastien, veilliez cette nuit. C'était en effet la seule solution. Et le soir, les 2 domestiques s'installèrent dans la grande salle du rez-de-chaussée. À minuit, rien ne s'était produit. J'ai l'impression que nous allons passer la nuit éveillés pour rien. C'était aussi l'avis de Jean le cocher. Et les 2 hommes, sans avoir eu besoin de se concerter, se calèrent un peu plus profondément dans les fauteuils pour accueillir le sommeil si par hasard il venait. T'as entendu? Moi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu as entendu? Inutile de préciser que les 2 hommes s'étaient endormis. Il m'a semblé qu'on refermait la porte d'entrée. Le mieux est d'aller voir. Sébastien! Quoi? Là, en haut de l'escalier, j'ai vu une forme blanche. Tu es sûr que tu n'as pas rêvé? Ah non, maintenant je suis réveillé. D'ailleurs, regarde, on a ouvert le verrou et on l'a pas refermé. Cette fois, il ne pouvait plus y avoir de doute. Il se passait des choses étranges dans la maison de M. Gérard. Et dès le lendemain, mademoiselle Rougemont écrivit au père de Claire d'avoir à venir en toute hâte. Cette histoire est invraisemblable, mon ami. J'ai jamais réussi à croire aux fantômes. Et je suis convaincu que tes domestiques ont eu des visions. Dès son arrivée à Francfort, M. Gérard avait fait venir auprès de lui son ami, le docteur. De toute façon, mon vieux, si rien ne se produit, nous aurons eu du moins l'occasion de passer cette soirée ensemble. Et les 2 hommes avaient décidé de veiller eux aussi. Et les heures passaient,
Et rien ne se produisait. Minuit. En principe, c'est l'heure des fantômes. Il paraît pourtant que celui-là se manifesterait à 1 heure. Eh bien, attendons jusqu'à 1 heure. Sur le cadran de l'horloge, l'heure fatidique approchait lorsque le docteur leva la main pour demander à son ami de faire le silence. Tu n'entends pas? Quelqu'un, en effet, passait dans le couloir. Qui est là? C'était Heidi, les pieds nus et vêtue de sa chemise de nuit. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, monsieur. Je crois, Gérard, que cette affaire est de mon ressort. Il faut que je parle à cette petite. Avec beaucoup de douceur, le docteur prit Heidi par la main pour la reconduire dans sa chambre. Et lorsqu'il en redescendit un moment plus tard, le mystère était élucidé. La petite est somnambule. Somnambule? Oui. Et c'est elle qui, inconsciemment, a épouvanté la maison. Mais comment se peut-il? C'est très simple. Chaque soir, elle rêve qu'elle est là-haut, dans sa montagne. Et croyant pousser la porte du chalet pour aller se promener sous les étoiles, elle sort dans les rues de Francfort. Monsieur Gérard était atterré d'apprendre brusquement que durant tant de mois, l'enfant avait été malheureuse dans sa maison sans que personne ne s'en aperçoive. Ce n'est pas exactement ça, Gérard. Elle est très attachée à Claire et trouve que tout le monde ici est très gentil avec elle. C'est seulement l'espace qui lui manque et une vie que nous sommes bien incapables de lui donner. Mais alors que me conseilles-tu? Seulement de la renvoyer au... Les deux enfants s'étaient quittés avec un peu de tristesse. Mais Claire avait obtenu de son père qu'elle aussi irait sur l'Alpe d'ici peu de temps. Et Heidi emmenait avec elle une malle pleine de cadeaux de la jeune enfant et de Monsieur Gérard. Excusez-moi, mon brave. Pouvez-vous m'indiquer quel est le chemin le plus sûr pour aller à Dörfli? Arrivé au pied de l'Alpe, Sébastien, qui s'inquiétait un peu d'avoir à grimper dans la montagne, avait arrêté un homme qui passait avec une charrette. Tous les chemins sont sûrs par ici. Mais qu'allez-vous faire à Dörfli? Je dois y accompagner cette jeune personne et sa malle. Si ça peut vous rendre service, j'y vais moi aussi. Je peux m'en charger. Peu de propositions auraient pu faire autant de plaisir à Sébastien, qui, vêtu comme il l'était, ne se voyait pas marcher sur des sentiers de montagne. Il aida l'homme à charger la malle sur la charrette et confia à Heidi une lettre de Monsieur Gérard pour son grand-père et un rouleau de pièces d'or, qui était un cadeau du père de Claire. La fillette, qui avait hâte de retrouver ce dont elle avait été privée durant tant de mois, ne prolongea que très raisonnablement les adieux et la charrette se mit en marche. Mais dis-moi, petite, tu n'es pas l'enfant qui vivait avec l'oncle de l'Alpe? Oui, c'est moi. Comment se fait-il que tu reviennes ici? Tu n'étais pas heureuse à Francfort? Bien sûr que j'étais heureuse, mais beaucoup moins qu'ici. L'homme qui livrait toutes les semaines la farine au village de Dörfli fut tout de même un peu étonné par cette réponse. Il savait ce qu'on disait au village de l'oncle de l'Alpe. Et apprendre que l'enfant préférait revenir chez lui ne pouvait manquer de le surprendre. Voilà, nous sommes arrivés. Ce furent les habitants du village qui s'étonnèrent de voir débarquer Heidi. Ça, par exemple? Tu n'étais pas bien à Francfort? Très bien, au contraire. Mais je suis mieux ici. C'est pas croyable. Peut-être que la grand-mère dit vrai, que l'oncle n'est pas aussi méchant qu'on le raconte. Si la petite revient, c'est qu'elle n'est pas si mal que ça avec lui.
Pour l'instant, Heidi, sans se soucier des réflexions des gens, les avait laissés s'occuper de sa malle et se dirigeait du plus vite qu'elle le pouvait vers le chalet de la grand-mère. Bonjour, grand-mère. Heidi! Heidi! Brigitte! Heidi est revenue! C'est pas Dieu possible. Oui, grand-mère, je suis revenue. Et cette fois, je resterai toujours. Heidi! Heidi! Les yeux de la vieille femme étaient remplis de larmes. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur qu'elle versait. Laisse-moi te toucher. Laisse-moi caresser tes cheveux frisés. Pressée par la grand-mère et la maman de Pierre, la fillette parla de Francfort, de Claire, de tout ce qui s'était passé. Mais il ne fallait pas oublier le grand-père, et elle devait se mettre en route avant que la nuit ne tombe. Tu vas le trouver encore plus renfermé qu'autrefois. Il est devenu méchant depuis ton départ. Et personne ne l'a revu. Lorsque la fillette arriva au chalet, le soleil s'apprêtait à disparaître, et le vieil homme fumait sa pipe sur le seuil de la porte. « Grand-père! Grand-père » Du plus loin qu'elle l'avait aperçu, elle s'était mise à courir comme une folle. Et avant même que le grand-père ait compris ce qui lui arrivait, elle s'était accrochée à son cou. Et pour la première fois depuis des années, les yeux du vieil homme étaient devenus humides. La soirée de ce jour-là fut certainement la plus heureuse que Heidi ait vécue depuis de longs mois. Les chèvres revenant du pâturage la reconnurent et se précipitèrent vers elle. Pierre fut tellement troublé qu'il s'en mit à bégayer. Quant au grand-père, il ne savait plus quoi faire pour que la fillette soit heureuse. C'est là que tu coucheras cette nuit. Et puis, tu verras, le lait de Lily est aussi bon qu'avant. Inutile de dire que dans ces conditions, Heidi s'endormit sans pleurer et qu'elle ne se leva pas pour aller se promener. Sa plus grande joie, ce fut cependant le lendemain matin qu'elle l'éprouva. Comme le voyage l'avait tout de même fatiguée, elle avait dormi plus tard qu'à l'ordinaire. Et lorsqu'elle s'éveilla, elle fut toute surprise de voir le grand-père vêtu d'un beau costume qui avait des boutons d'argent. Mais grand-père! C'est dimanche aujourd'hui. Tu vas t'habiller et nous allons descendre au village. Grand-père! Grand-père! Une page était tournée. Et lorsque les gens de Dörfli virent arriver l'oncle de l'Alpe, tenant la fillette par la main, tous vinrent à sa rencontre pour lui souhaiter le bonjour. Il y eut de la joie pour tout le monde ce matin-là. La grand-mère, une nouvelle fois, en pleura de bonheur. Et l'aigle, qui intrigué vint survoler le village pour voir ce qui s'y passait, Heidi, la petite fille de la grande ville, c'est l'histoire de Heidi qui est venue un jour d'été dans un village au